Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift pour notre première conférence d'actualité éditoriale de l'année. Notre programme culturel a déjà repris depuis la semaine passée avec l'inauguration de notre exposition Icône de la présence consacrée au peintre Camille Claus et puis par la troisième conférence du Messager. Et donc ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Valentine Zuber pour son dernier livre intitulé Les droits humains, paru dans la collection Qu'est-ce que ça change aux éditions partenaires de cette soirée, Labor et Fides. Thème particulièrement d'actualité face aux évolutions du monde, la question des droits humains est au cœur des travaux de recherche de Valentine Zuber, qui est directrice d'études à l'école pratique des hautes études, après y avoir commencé sa carrière comme maîtresse de conférences. Elle y occupe désormais la chaire Religion et Relations internationales. Soutenue sous la direction de Jean Bobéro, sa thèse portait sur les conflits mémoriels au XIXe et XXe siècle autour de la figure de Michel Servet, un antitrinitaire exécuté à Genève en 1553. Soutenue en 2013, son habilitation à diriger des recherches s'intitulait tout à la fois sobrement et en ouvrant un vaste programme de réflexion, Liberté, laïcité, le tout au pluriel. Elle a publié de nombreux ouvrages, je citerai parmi d'autres Une haine oubliée, l'antiprotestantisme avant le pacte laïque, coécrit avec Jean Bobéro, L'origine religieuse des droits de l'homme, le christianisme face aux libertés modernes, 2017, et La laïcité en débat, au-delà des idées reçues, aux éditions Cavalier Bleu. La première édition apparue en 2017 et est régulièrement actualisée. Et vous pourrez trouver ces différents livres sur le stand de notre partenaire habituel pour les ventes de livres, la librairie Oberlin, et on salue la présence d'Anne avec nous ce soir. Par ses travaux de recherche, Valentine Zuber est une figure active de la société civile, travaillant régulièrement avec la Ligue de l'enseignement ou encore la Ligue des droits de l'homme. De 2015 à 2018, elle a fait partie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et elle est désormais présidente de la Vigie de la laïcité, association fondée après la dissolution de l'Observatoire du même nom. Enfin, Valentine Zuber est membre du comité de rédaction de la revue Études, de la revue d'histoire du protestantisme, et vous pouvez la lire régulièrement dans l'hebdomadaire Réforme, dont elle est membre du conseil d'administration. Donc merci encore à toi, Valentine, d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque. Merci aux partenaires de cette soirée, l'association Spiritualité et Culture et RCF Alsace, outre la librairie Oberlin, et bonne conférence à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup Thomas Guillemin de cette invitation qui a été formulée il y a quelques mois maintenant et dont on ne pouvait pas imaginer, en tout cas même moi je ne pouvais pas l'imaginer, qu'elle serait plus d'actualité aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup de joie mais aussi d'incertitude parce qu'il faut penser les temps actuels, mais moi je suis historienne donc je vais essayer de vous montrer comment cette idée des droits humains est parvenue jusqu'à nous et combien elle est fragile et menacée. On a fêté cette année, on va fêter cette année le 78e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte extrêmement important est comme une pierre miliaire dans l'histoire récente de la régulation juridique des relations internationales et qui est aussi un projet politique global avec des tonalités quasi millénaristes, et ça vous parlera peut-être en tant que protestant, destiné donc, ce projet politique global, destiné à guider l'humanité tout entière. C'est une réponse solennelle énoncée aux préconisations qui avaient été énoncées dans la charte fondant l'Organisation des Nations Unies 3 années plus tôt, en 1945, et sa prétention, cette déclaration universelle, sa prétention à l'universalité, puisque c'est dans le titre même lui octroie donc un statut tout particulier dans l'ensemble des textes internationaux qui ont été produits depuis longtemps, puisque un nouvel ordre international succède théoriquement au système westphalien issu des guerres de religion et qui gouvernait l'Europe et le monde jusque-là. Mais il faut savoir que quand cette déclaration a été écrite, discutée, puis finalement adoptée le 10 décembre 1948 au Palais du Trocadéro à Paris, elle ne semblait pas si exceptionnelle que cela. Elle était évidemment fondatrice, elle donnait les principes, mais elle n'obligeait personne. Il n'y avait pas
d'obligation à suivre les différents articles qu'il a composés. Et cette question, d'ailleurs, s'est posée presque immédiatement à l'Assemblée générale des Nations unies qu'il a adoptée, de savoir comment faire pour que ces principes, effectivement, soient mis en œuvre dans le monde entier, dans toutes les nations qui ont signé ce texte. Première chose à savoir, c'est que, évidemment, c'est un texte qui émane du monde, enfin des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc d'un petit groupe de nations, une cinquantaine environ, alors que le monde est évidemment composé de plusieurs autres États qui n'étaient pas concernés par la rédaction de cette déclaration. Par ailleurs, c'est le monde libre et le monde des colonisateurs. Ça veut dire aussi que plein d'États, un très grand nombre d'États qui n'étaient pas encore des États, mais des simples colonies, n'étaient pas non plus des acteurs de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Mais cette déclaration, elle a survécu, si vous voulez, au changement du monde, à savoir la guerre froide qui va commencer tout de suite après et qui va diviser le monde entre deux pôles qui vont s'affronter aussi en matière de droits de l'homme. Et puis, elle va aussi voir le nombre d'États du monde la ratifier de plus en plus nombreux au fur et à mesure de la décolonisation à partir des années 1850, enfin 1950, pardon, et en particulier 1960, enfin donc toutes ces années de décolonisation qui est un processus long puisque certains États n'ont obtenu leur indépendance que beaucoup plus tardivement dans les années 80. Donc cette déclaration, elle va fonctionner comme un guide pour les nouvelles relations internationales qui vont donc s'établir après-guerre et qui sont donc tellement challengées ces derniers jours. Hein. Et donc c'est important de savoir comment ça s'est construit pour comprendre ce qu'on est en train peut-être de voir s'effondrer. Alors je ne le souhaite pas, bien entendu, et je ne suis pas une collapsologue, mais néanmoins, on voit des choses compliquées qui se passent actuellement. Il faut se rappeler que c'est cette déclaration qui est composée de 30 articles, dont la moitié sont consacrés aux droits civils et politiques, et l'autre moitié sont consacrés aux droits économiques et sociaux. Et en cela, c'est un bel équilibre, si vous voulez, entre les différents droits qui avaient été énoncés après-guerre, puisque, comme vous le savez probablement, les pays de l'Occident appuyaient sur plutôt les droits individuels, les libertés fondamentales, tandis que les pays autour de l'URSS et de ses satellites insistaient au contraire sur l'application des droits économiques, des droits sociaux, du droit au travail, avant toute chose. Donc, un texte très équilibré, un texte qui a été ratifié par la plupart des pays en présence qui étaient donc fondateurs des Nations Unies, avec quelques abstentions de taille, excusez-moi, quelques abstentions de taille, l'Arabie Saoudite qui ne pouvait pas accepter un certain nombre de principes, État théocratique qui n'acceptait pas un certain nombre des principes, et en particulier l'article 18 sur la liberté de religion et de conviction, et puis des abstentions aussi du côté des pays communistes, sans que ces abstentions aient marqué un désaccord absolument très très clair. Cette déclaration, elle fonde donc le droit international sur la liberté individuelle et sur les droits fondamentaux, et elle appelle bien entendu à mettre en œuvre les principes démocratiques et au-delà même de toutes les idéologies, qu'elles soient libérales ou communistes, qui sont présentes à ce moment. C'est important de faire l'histoire de cette déclaration parce qu'elle apparaît peut-être comme un texte, un peu comme un credo international, si vous voulez, qui n'aurait pas d'histoire. Et pourtant, cette histoire,
est très importante pour comprendre les difficultés qu'elle a toujours rencontrées dans sa mise en œuvre et les différentes critiques qui lui ont été faites au fur et à mesure du siècle et jusqu'à nos jours. Alors, le premier fondement historique, vous allez me dire, ce sont les déclarations des droits du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, qui portent donc les mêmes titres, vous les connaissez, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais c'est aussi toutes les déclarations américaines au moment de l'indépendance des colonies américaines en 1776, et puis le Bill of Rights de 1791, c'est-à-dire les amendements de la Constitution de 1787. Il faut le rappeler, on a un peu tendance en France à trouver que notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen est le modèle absolu, mais il y avait déjà ces écrits américains qui étaient antérieurs, à quelque peu d'années près, bien entendu, mais dans une circulation, si vous voulez, culturelle et politique extrêmement importante, que vous n'ignorez pas. C'est Lafayette aux États-Unis, pour le faire très simple, c'est Benjamin Franklin à Paris pendant la Révolution. Enfin, donc une véritable culture intellectuelle basée sur des textes philosophiques, des textes juridiques, politico-juridiques, qui ont été élaborés après les guerres de religion, justement, on y revient, puisque c'est à partir de ce moment, de la scission de la chrétienté, de la confessionnalisation des différents États, des guerres civiles et religieuses qui ont ensanglanté le territoire européen, que les penseurs du politique ont commencé à essayer d'imaginer ce que serait un État de droit, c'est-à-dire un État qui prenne en compte tous ses citoyens, qu'ils soient de la religion du souverain ou pas de la religion du souverain, et donc la prise en compte des minorités. Vous savez que la première solution qui a été prise, c'était de faire des États monocolores confessionnellement. C'est ce qu'on a vu après la paix d'Augsbourg et les traités de Westphalie, donc cette espèce d'utopie qu'on pourrait faire des États monocolores confessionnellement, et donc qu'il ne pourrait plus y avoir de guerre de religion puisque les gens seraient tous pareils. Or, il y a toujours persisté des minorités dans ces différents États en voie de constitution, et les droits de ces minorités ont longtemps été minorés. Et c'est comme ça que les penseurs, dont je cite le nom, comme Thomas Hobbes, comme John Locke, comme Pierre Bayle, un peu avant, comme Spinoza, ont essayé de réfléchir à un État qui serait débarrassé, enfin d'une certaine sorte, mais qui ne serait plus sous la coupe des religions, afin de développer une identité propre et qui permette aux sujets, parce qu'à l'époque c'était souvent des sujets, sauf dans les petites républiques, aux sujets de devenir peu à peu égaux entre eux et donc de bénéficier des mêmes droits et évidemment d'avoir les mêmes devoirs. C'est donc ce grand mouvement des Lumières qui va penser aussi avec Montesquieu et puis dans le débat avec Voltaire, avec Rousseau, qui va penser un État petit à petit débarrassé de sa coloration confessionnelle. On va sortir de l'État théocratique et on va donner lieu à des droits à ces nouveaux citoyens. Ce que j'ai pu remarquer dans la fondation, dans la réflexion autour de ces droits humains, de ces droits de l'homme, à la fin du XVIIIe siècle, c'est que le protestantisme, en particulier en situation de minorité, a été parmi ses plus ardents défenseurs de cette tolérance d'abord, mais aussi au-delà de cette tolérance, on va très vite à une demande de liberté et une demande d'égalité. Vous connaissez tous la phrase du pasteur Rabot Saint-Étienne à l'Assemblée constituante qui, lors du vote sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je vous le rappelle, je vais vous le dire rapidement, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Vous voyez qu'on est là
on peut l'interpréter comme un texte de liberté, puisqu'il y a une indépendance faite entre une complète autonomie du sujet par rapport à l'État en matière religieuse. Donc, il y a effectivement là peut-être un rôle du protestantisme qui est assez important et qui est renforcé par son passage par les États-Unis d'Amérique et son retour en France ou en Europe à travers des penseurs comme John Locke qui vont donc, à travers des traités comme le traité de la tolérance ou d'autres ouvrages de John Locke, va justifier cette nécessité de l'égalité des sujets du souverain et des droits qui leur sont attachés. Alors avec évidemment quelques restrictions, en particulier pour John Locke, il fallait ne pas être catholique ou athée. Là, on n'était pas titulaire vraiment des droits, mais enfin de n'importe quelle dénomination protestante, en revanche, devait être reconnue comme étant égale parmi les autres. Donc on est allé beaucoup plus loin avec le fameux article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais il faut quand même se dire que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont nous sommes si fiers et qui est maintenant citée dans le préambule de notre Constitution de 1958, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est justement une déclaration des droits de l'homme. Et pas de l'homme avec un grand H. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous apprendre sur les bancs des écoles. C'est bien les droits de l'homme. Donc de l'homme masculin, donc l'homme libre qui a un certain revenu pour pouvoir être électeur et qui n'est ni un enfant, ni un esclave, ni une femme. Donc vous voyez que c'est certes un très grand texte, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais elle ne va pas jusqu'au bout de ses attendus, et vous connaissez évidemment l'histoire que maintenant on raconte de cet auteur, Olympe de Gouges, qui va dire que puisque les femmes ont le droit de monter sur l'échafaud, elles ont aussi le droit d'avoir des droits, et elle va écrire ce scandaleux texte qui est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et pour cela va monter justement sur l'échafaud. Donc on est là vraiment dans un, si vous voulez, c'est une très belle histoire, si vous voulez, où nos ancêtres sont des acteurs extrêmement importants, mais qui ne va pas jusqu'au bout de l'histoire. Par ailleurs, des déclarations des droits, ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'à peu près au même moment, que ce soit en Hollande, où il y a eu aussi des révolutions, que ce soit en Suisse, que ce soit dans d'autres pays encore, il y a eu en Belgique, enfin, ce qui tenait lieu de Belgique à ce moment-là, les provinces unies du Sud, tous ces peuples se sont à peu près soulevés en même temps, ce qui fait qu'on a pu évoquer cette période en la qualifiant de révolution atlantique au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de mouvement d'effervescence politique extrêmement fort qui a fait changer, évidemment basculer l'Occident de l'Ancien Régime à autre chose. Toutes ces déclarations, elles ne sont que des déclarations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elles ont évidemment un aspect solennel, et d'ailleurs la manière dont on les représente, vous connaissez tous la gravure de Le Barbier qui représente la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous la forme de 2 tables de la loi, qui a donc là aussi suscite l'idée que eh bien, ce sont des droits naturels qui sont révélés quasiment. Il y a quelque chose qui est encore même de l'ordre de la transcendance, même si dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Dieu, s'il existe, il n'est que spectateur, l'être suprême, et ce sont les hommes eux-mêmes qui se donnent des droits, ce qui est là aussi une transgression. Donc, dans la manière donc ça peut être extrêmement solennel, mais comme je vous l'ai dit, ça n'inclut pas tout le monde, et surtout, ça ne s'applique que si les personnalités politiques qui sont en charge veulent bien les appliquer. Ce sont des simples guides, recommandations.
Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que si ces textes ont eu énormément de retentissement, et en particulier le texte de la Déclaration française, parce qu'il a été imposé à nos voisins par les conquêtes d'abord révolutionnaires, puis ensuite impériales, et donc ils s'en sont saisis, et puis sa concision et son côté assez philosophique en faisait quelque chose qui pouvait être revendiqué par d'autres que des Français, parce qu'elle avait une vocation, là aussi, sous-entendu, universelle. Donc si ce texte a eu effectivement un grand succès, et en particulier chez les progressistes, les gens qui voulaient en finir avec l'Ancien Régime un peu partout en Europe, elle n'a pas été plus appliquée que ça, et elle est restée quand même un très beau symbole, mais un symbole inachevé. Inachevé pour deux raisons. La première, comme je vous l'ai dit, elle ne concernait pas tout le monde, et la deuxième, c'est que ce sont des droits uniquement, les droits qui sont garantis dans cette déclaration sont des droits civils et politiques, c'est-à-dire le droit d'être électeur, le droit d'avoir un état civil, le droit de se marier, le droit de fonder une association politique, des choses comme ça, mais elle ne parle pas du tout, elle n'évoque à aucun moment, à part peut-être le petit article 17 sur le droit à la propriété, le dernier petit article, elle n'évoque pas de droits économiques, de droits sociaux, de droits au travail, de droits qui, pour beaucoup, conditionnent l'exercice des droits civils et politiques. Et c'est peut-être cette faiblesse inhérente finalement à ce texte. Alors, est-ce que les révolutionnaires n'y avaient pas pensé? Non, ils y avaient pensé, puisque la déclaration de 1793, qui ne sera jamais appliquée, elle comprend des droits économiques et sociaux. Puis il y a eu aussi, en 1848, avec le droit au travail, une tentative de prendre en compte cela. Mais malgré tout, c'est un véritable manque. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des critiques très rapidement après cette déclaration, après l'épisode révolutionnaire, au XIXe siècle, à la fois des critiques évidemment anti-révolutionnaires qui vont critiquer comme Burke, l'anglais, qui va dire que les hommes n'ont pas de droit, c'est la patrie, c'est des choses comme ça, ou la communauté qui prévaut, donc qui conteste les droits individuels. C'est aussi des penseurs réactionnaires comme Joseph de Maistre qui a dit « je ne connais pas d'hommes dans le monde, je connais des Chinois, des Polonais, des Français, mais je ne connais pas l'homme ». Donc qui conteste aussi cette philosophie très essentialiste. Et puis, il y a des critiques qui vont aller encore plus loin, et c'est celle de Marx, par exemple, au milieu du XIXe siècle, qui va dire que les droits qui sont garantis par cette déclaration des droits et par les autres tout autour, sont des droits bourgeois, des droits de la bourgeoisie par cette classe sociale qui ne va pas cesser malgré tout d'opprimer les prolétaires, et donc sont des droits qui sont une sorte de façade qui ne sert à rien. Donc les critiques, elles vont arriver très vite sur ce sujet. Alors, je passe un certain nombre d'années parce que on ne peut pas s'arrêter simplement à cet épisode évidemment florissant des déclarations des droits qui ont quand même transformé la vie politique à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, pour montrer que ces déclarations des droits vont disparaître après 1848, et ce qui va gouverner la constitution des États, des nouveaux États européens qui vont se refaire sur les ruines des conquêtes napoléoniennes, eh bien c'est bien plus le nationalisme que cette aspiration utopique à l'égalité des droits des gens, quels qu'ils soient. Et donc le nationalisme va finalement empêcher le développement de cette philosophie des droits qui avait eu tant de succès à la fin du XVIIIe siècle, et donc qui va malgré tout avoir quelque influence, puisque dans certains États on va abolir le servage, c'est le cas par exemple en Russie, sur
c'est la suite de ces idées, bien entendu. En France aussi, on va abolir l'esclavage, et puis ensuite on va le remettre en vigueur, d'ailleurs, pour le réabolir au milieu du XVIIIe siècle. Donc les débats sont plus, si vous voulez, beaucoup plus précis sur des cas particuliers d'ennemis de droit, mais ça ne va pas faire une politique ou un guide du politique. Après la Première Guerre mondiale, on a, vous savez, créé un premier organisme international, la Société des Nations, et là aussi, là non plus, je dirais plutôt, il n'y a pas eu de réflexion véritablement sur les droits des êtres humains, les droits des hommes. Cette réflexion, elle va se faire au fur et à mesure là, de l'entre-deux-guerres. Ça va excéder le droit des minorités, qui a été là largement pensé au traité de Versailles et par la suite. Et ça va être pensé là, peut-être par des gens qui ont une sensibilité plus forte à la dignité de la personne. Et parmi ceux-ci, il y a quelqu'un que j'ai particulièrement étudié, que je ne connaissais pas jusque-là et qui m'a beaucoup intéressée dans sa réflexion sur les droits, c'est Jacques Maritain, donc le théologien catholique, qui va opérer, alors j'espère qu'il n'y a pas de spécialiste de Jacques Maritain ici, parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il a opéré un virage entre son intégralisme catholique de nouveau converti très classique à une ouverture vers la dignité de tous les êtres humains, qu'ils soient catholiques ou non, et de son exil aux États-Unis, il va en faire un endroit où il va réfléchir avec des juristes d'ailleurs américains sur ce qu'on va pouvoir faire après cette guerre qui est en train de se faire. Et donc il y a des propositions de déclaration des droits qui circulent, en particulier aux États-Unis, et ça va être repris de manière embryonnaire, mais de manière tout à fait claire, avec le discours de Franklin Roosevelt en 1941, oui, qui va décliner les 4 libertés qui sont pour lui les libertés américaines et les libertés qu'il faut souhaiter pour les autres États. Donc ce discours de l'État de l'Union du 6 janvier 1941 qui donc les énumère: la liberté d'expression, la liberté de religion, la sécurité économique, donc là aussi quand même une petite souci de droits économiques et sociaux, et la sûreté et la paix par le désarmement progressif de toutes les nations. Et à partir de ces 4 libertés, va être pensé par les hommes politiques côté américain et anglais essentiellement, vont être composés un certain nombre de textes très importants. Alors je les cite rapidement: la Charte Atlantique de 1941 aussi, qui a été signée par Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt, qui est composé de 8 articles programmatiques qui ont tous trait à la réorganisation du monde d'après-guerre. Mais ce qui est dit à travers cette charte atlantique, malgré tout, c'est que il faut fonder une nouvelle organisation multilatérale, donc qui sera l'ONU, et cette organisation multilatérale doit organiser la paix, doit fonder une nouvelle justice internationale, et en vue de l'amélioration des conditions de vie de tous les peuples du monde. On n'est pas encore là, vous voyez, au niveau de l'énonciation de droits humains. Ceux-ci, on les retrouve pour la première fois inscrits dans un texte international dans la Charte des Nations Unies, donc signée à San Francisco en juin 1945, et qui se donne comme premier objectif politique la défense des droits des hommes. Alors les hommes là, au sens générique, oui. Maintenant on dit droits humains, ça me semble plus juste, mais à l'époque on disait les droits de l'homme. Et je voudrais simplement vous citer
ce passage qui vraiment fonde les droits de l'homme contemporains. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, a proclamé à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Donc vous avez là, et le terme est employé, une véritable profession de foi. Je vous parlais tout à l'heure de credo, une déclaration comme credo, credo laïque, je dirais, vous avez là une profession de foi, laïque là aussi, puisqu'elle n'est légitimée par aucune instance transcendantale que ce soit dans ce texte. Et cette prise en compte des droits fondamentaux de l'homme, eh bien, vont être réitérés à l'alinéa 3 de l'article 1er, là où on parlera d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Et cette mission spéciale, donc, dévolue à l'Organisation des Nations Unies, est encore réitérée à l'article 55 et apparaît là, la première fois, le terme d'universel, le qualificatif d'universel. Alors, je vous passe ensuite la mise en œuvre. Il y a une commission des droits de l'homme qui va être créée, qui va être composée d'intellectuels issus de tous les continents, un Libanais, un Chinois, un Canadien, un Américain, un Français, qu'on connaît à peu près tous, René Cassin, et qui vont travailler pendant plusieurs mois à l'élaboration de cette déclaration. Alors, c'est intéressant parce que la déclaration reprend la forme déclarative du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un texte avec un préambule, une profession de foi en préambule et un certain nombre d'articles qui sont censés devoir servir de guide à l'humanité et aux États qui vont se reconstituer après la guerre. Et donc c'est aussi, si vous suivez bien mon raisonnement, une simple déclaration. Et ça a d'abord été à la fois peut-être sa puissance, puisque parce que ce n'était qu'une déclaration, elle a pu être signée de manière assez unanime, mais en même temps, c'est sa faiblesse, parce qu'évidemment, elle n'était pas, enfin, il n'y avait pas de moyen de l'appliquer de manière coercitive aux États qui la signaient. Malgré tout, on y avait pensé, évidemment. Et dans cette fenêtre très étroite entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, on a eu cette opportunité que cette déclaration puisse exister, et je ne sais pas si on aurait eu une autre fenêtre historique possible. Alors, je ne vais pas faire de prédiction, mais je pense que là, il y a eu une unanimité, bon, qui a été travaillée, qui a été évidemment encouragée par les vainqueurs, mais qui a permis ce texte absolument incroyable, presque hors du temps, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, là aussi, embellie par cette qualificative d'universel qui a remplacé celui d'international qui était initialement prévu et qui est une intuition de René Cassin, qui n'a pas cherché très loin puisqu'il était lui-même président depuis un certain nombre d'années de l'Alliance israélite universelle. Donc on est là, vous voyez là aussi dans des passages des cultures communes. Alors, ce texte donc universel va donner lieu à un travail continu, malgré tout, dans les organes dédiés à sa veille et à son développement dans le monde entier, par la prise en compte de différentes conventions internationales, que je ne vais pas toutes vous citer, il y en a 9, mais qui condamnent la torture, les traitements dégradants, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, les conventions internationales
sur toutes sortes de sujets qui déclinent, si vous voulez, un certain nombre des articles de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il manquait un outil, un traité international qui pouvait permettre à l'ONU et aux États parties d'obliger certains États à mettre en œuvre ces droits. Et ceux-ci ont mis plus de 20 ans, enfin à peu près 20 ans, pour être élaborés. Et d'ailleurs, parce qu'on était encore en pleine guerre froide, on va avoir 2 conventions internationales différentes, l'une concernant les droits civils, politiques, les droits civils et politiques, et l'autre concernant les droits économiques, sociaux et culturels. Et vous imaginez bien les 2 grands blocs se disputant, et finalement, bon, la diplomatie aidant, donc ces 2 pactes, hein, puisque ils ont pris le qualificatif de pacte, ont été signés en 1966 et ont été accompagnés de 2 protocoles qui là sont restés facultatifs, l'un qui institue le Comité des droits de l'homme de l'ONU et l'autre qui abolit la peine de mort. Bon. Arrivé à ce point de mon propos, vous voyez bien qu'on est loin de l'effectivité totale dans le monde entier de ces pactes qui ont pourtant été ratifiés par un très grand nombre de pays. Même des pays qui violent allègrement les droits de l'homme, tant d'un point de vue économique que civil ou politique. Ce que je voudrais arriver à dire, à partir de ce moment-là, vous faire comprendre, c'est que donc cet édifice, donc la Déclaration universelle, les 2 pactes, les protocoles, etc., constituent ce que l'ONU appelle la Charte internationale des droits de l'homme, l'International Bill of Human Rights, et qui donc est censé s'imposer à tous les pays du monde qui l'ont voté et ratifié. Bon, déjà le problème c'est qu'ils ne l'ont pas tous ratifié, mais au-delà de ça, même ceux qui l'ont ratifié ne l'appliquent pas forcément. Et donc l'ONU a fait un grand travail de lobbying et d'actualisation et de renforcement de ces instruments internationaux pour défendre les droits de l'homme, en particulier lors de l'Assemblée générale de Vienne en 1993, où un programme d'action dit de Vienne donc a été mis en œuvre. Et là, on a répété, si vous voulez, ce qui était l'intuition et le désir des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous cite ces principes. Tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter les droits de l'homme dans le monde de façon égale et équitable, de la même manière et avec la même importance. Donc vous voyez bien ici qu'est réaffirmé le fait que c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et finalement qui doit pouvoir être appliqué. En deçà de ces droits de l'homme, le développement et le respect de ceux-ci dans le monde sont liés dans l'esprit du programme de Vienne à la diffusion de la démocratie, mais aussi au développement économique et social considéré comme faisant entièrement partie de ces droits. Donc, à partir de ce programme de 1993, on va créer un haut commissariat aux droits de l'homme qui siégera à Genève, et puis on va revitaliser le Conseil des droits de l'homme et instaurer un certain nombre d'instruments. Je vous en cite un tout particulièrement qui ne correspond qu'au pacte des droits civils et politiques, qui est l'examen périodique universel. Tous les pays du monde, tous les 4 ans ou 4 ans et demi, sont censés présenter un bilan en matière d'efforts sur les droits de l'homme et se voit attribuer un certain nombre de remarques plus ou moins désobligeantes sur leur manquement éventuel, avec ce problème qui est le problème que l'on rencontre actuellement de la mise en œuvre de sanctions
éventuelles qui dépendent malheureusement beaucoup du Conseil de sécurité. Et donc, dans la configuration qui est toujours la nôtre, avec le risque d'un veto de tel ou tel membre du Conseil de sécurité, alternativement les États-Unis ou l'URSS, et puis maintenant la Russie. Cette construction internationale, avec aussi l'invention de tribunaux internationaux, mais qui sont censés juger les États, d'autres sont censés juger les crimes de génocide, enfin, il y a une espèce de spécialisation, tout cela devient très compliqué, et surtout très loin des individus. Hein, cette justice internationale, elle est très loin des individus qui n'ont pas, c'est plutôt une politique entre États, et donc les individus ont assez peu accès finalement à la justice, à des revendications en matière de droit. Alors, parallèlement à cette construction internationale, il y a eu des constructions régionales. Et là, ça a permis un accès au droit beaucoup plus proche dans certaines parties du monde, mais ça a aussi accentué les inégalités selon les pays du monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas ces systèmes régionaux. Alors, le plus connu pour nous, c'est évidemment le système de la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950, mais avant elle, avait déjà été prévu un autre système régional à travers la Convention américaine des droits de l'homme. Quand il faut entendre américaine, c'est sud-américaine, hein, parce que ni les États-Unis d'Amérique ni le Canada n'ont jamais participé à cette convention et n'en sont toujours pas partis. Mais il y a donc ces deux conventions régionales auxquelles sont ajoutées la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui est là beaucoup plus récente. Alors, évidemment, pour les plus jeunes d'entre nous, ça n'est pas très récent, ça date de 1981, mais c'est quand même assez récent. Vous voyez, en fait, ça illustre bien la progressivité de l'affirmation institutionnelle et de l'organisation des grandes instances en matière des droits de l'homme. Alors, toutes ces instances régionales, elles se réfèrent à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'elles veulent appliquer, mais elles ont prévu beaucoup plus rapidement des mécanismes de contrôle et de garantie dans leur sphère géographique propre, et qui sont représentés par des cours, hein, des cours de justice. Vous connaissez évidemment ici la Cour européenne des droits de l'homme, hein, à Strasbourg, mais pour l'Amérique, c'est la Cour interaméricaine à San José, au Costa Rica, et pour l'Afrique, c'est la Cour africaine à Arusha, en Tanzanie. Alors, et là, il y a aussi des manières régionales, si vous voulez, d'envisager la défense des droits de l'homme, et à chaque fois, il y a une manière, une couverture de tel ou tel, je dirais, déni ou non-application des droits de l'homme, et évidemment, chacune porte des cultures un petit peu différentes. La plus complète, je dirais, je ne vais pas faire de l'ethnocentrisme, mais c'est quand même la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un traité international qui protège les droits humains et les libertés fondamentales avec un contrôle judiciaire commun, donc, je l'ai déjà cité. Mais vous entendez bien, vous voyez les trois grandes régions, hein, où ces dispositifs qui permettent de rapprocher, si vous voulez, la justice et l'exercice des droits des citoyens de ces régions, eh bien, il y a toute une partie du monde qui n'a pas ce genre d'instrument ni d'institution, et cette partie, c'est l'Asie tout entière. Hein. Donc vous voyez bien qu'on est là très loin d'avoir un système complètement universel, parce que une grande partie d'entre eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, même si ça peut changer actuellement dans l'ASEAN, les pays de l'Asie du Sud-Est qui commencent à réfléchir un peu, alors pas très rapidement, hein, et sans forcer leurs gouvernements qui sont souvent peu libéraux, qui commencent à avoir une réflexion sur les droits de l'homme, mais le reste de l'Asie, la Chine, bien,
ne s'intéresse pas ou se tient très à l'écart de ce genre de construction institutionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que la contestation culturaliste des droits de l'homme va venir de ces pays-là. C'est ce qu'on a appelé la crise des valeurs asiatiques dans les années 80-90, où des pays en fort développement économique, les dragons d'Asie du Sud-Est, avec en tête Singapour, vont proclamer au niveau international que cette déclaration universelle et les pactes qui permettent de l'appliquer et les organismes régionaux éventuels qu'on peut construire contredisent la manière de faire, de penser la culture finalement proprement asiatique et donc ne peuvent pas s'appliquer, donc n'ont d'universel que le nom et que c'est simplement le signe d'un impérialisme occidental qui veut imposer ses normes au reste du monde et qui donc va contrarier le développement nécessaire de ces pays. Et c'est comme ça que le fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, va développer cette théorie des valeurs asiatiques fondée sur la primauté de la famille, les valeurs collectives, le respect dus aux anciens, etc., qui empêcherait, disons, les droits individuels individualistes, voire trop individualistes, qui caractériseraient l'Occident. C'est intéressant de voir qu'à plusieurs années de distance, il va insister aussi sur l'importance des droits économiques et sociaux qui, selon lui, conditionnent par leur application les droits civils et politiques. C'est-à-dire, il le dit très simplement, si on n'a pas de toit et si on ne mange pas à sa faim, eh ben, on n'a pas de droits civils et politiques à exercer parce qu'on fait autre chose, on essaye de survivre. Donc, sous ce prétexte, il va, vous voyez, développer dans un autre sens l'idéologie communiste d'après-guerre, qui va là aussi privilégier les droits économiques et sociaux. Donc, on a toujours cette balance entre ces différents droits, alors que la Déclaration universelle a essayé de les penser ensemble. Eh bien, dans les prétentions culturalistes, les oppositions culturalistes aux droits humains, eh bien, on va les remettre en concurrence. Alors, ces valeurs asiatiques, elles vont culminer dans les années 80-90, elles vont être reprises par la Chine, qui va les remodeler sous une forme de philosophie néo-confucéenne, qui là aussi met le collectif avant l'individu. Enfin bon, on voit bien ce qui est sous-tendu, et donc ça va évidemment freiner tout particulièrement l'application des droits humains dans ces régions du monde. À cette contestation, cette première contestation culturaliste, va s'ajouter dans les années qui ont suivi une contestation religieuse, la nature religieuse. Et là, il faut faire un tout petit retour en arrière, enfin un tout petit, un assez grand retour en arrière, excusez-moi. Les droits de l'homme et les religions, ça a toujours été compliqué, en particulier pour l'Église catholique, qui, jusqu'à Vatican II, donc jusqu'à très tard dans le siècle, va relativiser les droits individuels, évidemment, au même titre que d'ailleurs les valeurs asiatiques, en mettant en avant la nécessité de l'autorité hiérarchique, de descendante, et puis de l'obéissance. Je simplifie à outrance, excusez-moi, mais néanmoins, on est là dans une opposition très forte aux droits humains. Les protestants étaient plus acclimatés à cette culture, enfin les protestants, comment les qualifier, luthéro-réformés, enfin, historiques, c'est le protestantisme historique qui était plus accoutumé, mais encore, même il y a des dénominations comme les Quakers, des choses comme ça. Bon, à prendre en compte les voix de chacun. Donc il y avait une proximité culturelle qui n'existait pas dans l'Église catholique. Mais donc il y a toujours eu quand même un problème de relation entre le religieux, en particulier quand il incarne une transcendance, et les droits des êtres humains. Comme si
affirmer les droits de l'homme, c'est refuser les droits de Dieu. Vous savez, il y a cette balance qui est très très forte et qui est donc qui continue de se poser dans certains groupes un peu fondamentalistes, évidemment, qui mettent en avant les droits de Dieu premiers par rapport aux droits des êtres humains, aux droits laïques. Le chemin a été fait par les grandes églises chrétiennes, mais ça ne va pas être le cas dans la sphère culturelle arabo-musulmane, où, au nom de la charia, certains des droits qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne vont pas passer, ne vont pas être endossés. Je vous l'avais dit, l'Arabie Saoudite n'avait pas signé cette déclaration universelle. Après l'Arabie Saoudite, c'est l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe donc des États à majorité musulmane et qui va mener un combat pour donner une alternative aux droits humains dits occidentaux, chrétiens occidentaux. Et ça va être plusieurs déclarations des droits de l'homme en islam qui vont apparaître dans les années 80-90, celle du Caire en 90, alors, il y en a plusieurs, des déclarations, elles n'ont pas forcément la même forme que celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais elles miment quand même, c'est quand même des textes avec des articles, et là, évidemment, elles sont sous un préambule qui impose le droit de Dieu comme droit premier sur les hommes, et qui va évidemment éluder complètement le droit à la liberté de religion et de conviction, parce que selon la charia, selon leur interprétation de la charia, encore une fois, faut pas, tout ça c'est des interprétations humaines, selon leur interprétation de la charia, un musulman n'a pas le droit de changer de religion, ni d'abandonner sa religion, ni d'abandonner toute religion d'ailleurs. Donc c'est sur ce thème de la liberté de religion et de conviction que se fait évidemment la rupture entre ces droits de l'homme en islam et les droits de l'homme universels. C'est ajouté là-dessus une très grave crise au sein de l'ONU sur le problème de la diffamation des religions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 90 jusqu'en 2011, et avec évidemment une crise majeure en 2005 au moment des caricatures de Mahomet, où les pays de l'OCI, et enfin un certain nombre de pays, ont réclamé à l'Assemblée générale de l'ONU un texte protégeant les religions contre toute diffamation. Ce texte a été d'abord adopté par l'Assemblée générale, ce qui a mis en émoi, évidemment, vous pouvez l'imaginer, les pays occidentaux, et les diplomates occidentaux se sont évertués pendant un certain nombre d'années à transformer cela, considérant que le titulaire des droits, traditionnellement, c'est l'être humain et non pas telle ou telle religion, et donc ce qu'il faut protéger, c'est l'être humain contre la diffamation, mais certainement pas les religions. Et c'est ce qui va être finalement appliqué. L'OCI va renoncer à cette déclaration, enfin pas à la déclaration, mais à cette insertion de cette interdiction de la diffamation des religions dans les textes internationaux. Et en 2011, la proposition de l'ONU qui va être adoptée, et je vous la cite parce que c'est intéressant d'entendre un petit peu comment les mots sont tous importants: la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence fondée sur la religion ou la conviction. Voilà ce qui est condamné, mais donc c'est bien les procédés, voilà, et pas les religions elles-mêmes qui sont protégées par rapport aux personnes. Donc,
j'aurais certainement des tas d'autres choses à dire, mais j'espère que la discussion se généralisera, parce que vous voyez où on en est maintenant. On en est maintenant que les instruments qui existent, patiemment construits à travers un très grand nombre de compromis, donc forcément imparfaits, ont beaucoup de mal à être appliqués, et on ne cesse d'entendre des questions sur mais que dit l'ONU, mais que fait l'ONU, mais que... Les droits de l'homme, ils ont pu avoir leur heure de gloire, si vous voulez, au moment où on a relativisé les États-nations et où on a créé un pouvoir supranational au-dessus des États. Or, nous assistons actuellement à un retour en masse des États et de leurs préoccupations égoïstes. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, c'est un peu comme dans une classe dissipée, il n'y a plus de règles communes parce que la personne qui est en face, un professeur défaillant ou fatigué, n'arrive plus à remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Il n'y a plus d'autorité. Et non seulement pas, déjà l'autorité était déjà faible, hein, elle tenait surtout sur la symbolique de l'ONU, les casques bleus, les interventions humanitaires, etc. L'agence au nom imprononçable qui est actuellement démantelée en Israël, l'UNRWA, voilà, une agence de l'ONU, donc spécialisée dans l'aide aux réfugiés palestiniens. Les États non seulement renient leur signature, leur ratification, mais aussi se retirent d'un certain nombre d'instruments. Et par exemple, les États-Unis d'Amérique, ça ne date pas de Trump, hein, qu'ils se retirent des différentes conventions internationales, y compris sous des présidents démocrates. Hein. Les États-Unis aiment bien faire la police à l'extérieur, mais que surtout pas on vienne s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Hein. Et donc c'est une constante, et c'est d'ailleurs le paradoxe, c'est que c'est le pays qui a finalement imposé ce système international qui, là, ne le suit pas, hein, dans sa propre politique intérieure, ni même extérieure d'ailleurs. On le sait depuis, il y a une grosse crise philosophique et politique aux États-Unis et dans le monde face à ce système international des droits de l'homme. C'est la guerre en Irak en 2003, hein, la guerre au nom des droits de l'homme, qui a été le théâtre de massives entorses aux droits de l'homme, pour le dire de manière soft, et donc qui a là aussi évidemment commencé d'ébranler finalement la légitimité internationale et la légitimité des droits de l'homme ou des droits humains. Donc le tableau est sombre, hein, le tableau est sombre, mais en même temps, pas complètement, parce qu'on a construit énormément, beaucoup de travail a été consacré à l'approfondissement, à l'extension des droits, et on va beaucoup plus loin. D'ailleurs, ça pose une question parfois de problème de coexistence entre différents droits, entre les droits de la nature et les droits des êtres humains, ou au développement, entre les droits des enfants et les droits des parents, entre les droits des citoyens et les droits des minorités autochtones, des peuples premiers. Enfin, vous voyez, on a là une source infinie de conflictualité ou de frottement pour l'application de ces différents droits. Mais en même temps, c'est aussi un travail collectif qui a peu à peu codifié et qui a noté ce qui ne pouvait plus se faire, ce qui n'avait plus le droit de se faire, parce qu'il faut protéger la dignité de la personne et la dignité. Donc, bilan mitigé, bilan imparfait, hein, la construction n'est pas complètement logique, ni complètement parfaite, bien au contraire. Bilan mitigé parce qu'elle n'est
pas assez ou mal appliquée, hein, mais pour des raisons d'opposition et de mauvaise volonté de la part des États. Et en même temps, une idée qui... alors, est-ce qu'il faut se dire que c'est la fin d'une idéologie? Parce que les droits de l'homme ne seraient qu'une idéologie, et comme les idéologies d'avant, comme le communisme, le socialisme, le christianisme, enfin, toutes ces grandes idéologies qui ont gouverné le monde, est-ce que les droits de l'homme ont une fin? Et vous savez qu'il y a eu un grand débat aux États-Unis aussi, dans les années 90, entre le tenant de la fin de l'histoire, Francis Fukuyama, qui dit, ben voilà, la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, ça y est, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que tous les pays vont arriver à un état démocratique, et puis vous aviez son concurrent de Harvard en face, Samuel Huntington, qui dit, oh non, au contraire, on est là dans un conflit de civilisation irréductible, on n'y arrivera jamais. Donc, voilà, vous avez deux visions qui continuent à fonctionner aujourd'hui, hein, y compris dans les têtes, deux visions donc de ce que doit être le monde, de ce que doit être la personnalité et la dignité d'un être humain. Hein. Et évidemment, tous les débats actuellement autour de l'immigration sont constitutifs de ce débat sur les droits des êtres humains, que ce soit aux États-Unis ou chez nous en période préélectorale. Donc, on est là. Voilà, la question qui se pose et que je vous pose en fin de parcours, parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on arrive à la fin d'une idéologie et que, bon, on va en garder un certain nombre de restes symboliquement, ou bien est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on peut les défendre? Est-ce qu'on peut essayer de rétablir le monde sur les bases utopiques du lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Et à ce titre, j'ai été particulièrement impressionnée par le discours récent du Premier ministre canadien à Davos, hein, qui a émis quelque chose qui permettait de dépasser un peu ce bien et ce mal, si vous voulez. Il a dit, on y a cru, tout en n'y croyant pas, mais en tout cas, c'était le récit qu'on voulait et c'était le but qu'on voulait atteindre. Maintenant, on est face à quelqu'un qui ne veut même pas de ce récit. On est face à des forces qui ne veulent même pas de ce récit, qui veulent tout détruire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'imparfait, mais continuer avec un horizon devant nous et une co-construction citoyenne d'un monde plus égalitaire où les droits seraient mieux respectés, ou bien est-ce qu'on abandonne tout à la loi du plus fort? Je crois qu'on est un petit peu au tournant de l'histoire pour les prochaines semaines, les prochains mois que nous serons amenés à vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette brillante présentation et synthèse qui pose plein de questions. Donc je laisse la parole à la salle, manifestez-vous, et je vous apporte le micro. Vous êtes tous terrifiés, ça y est. Vu le contexte. Mais c'est pour ça qu'il faut le penser. Oui. À plusieurs, c'est mieux. Oui, je voulais savoir quelle est la stratégie diplomatique des pays qui s'opposent. Donc, vous les avez cités, Russie, Iran, Turquie, Chine, enfin, qui officiellement remettent en cause. Maintenant, on se demande où sont les États-Unis, d'ailleurs, c'est une bonne question. Ils n'ont pas rendu leur rapport cette année. Donc, quelle est leur stratégie diplomatique? Est-ce que c'est que l'Assemblée générale de l'ONU décide que finalement cette Convention universelle des droits de l'homme n'existe plus? Est-ce que c'est ça diplomatiquement qui porte? Enfin, qu'est-ce qui porte en fait tous ces pays qui sont contre en fait le principe en disant que c'est des valeurs occidentales, tout ce que vous avez dit? Alors, il faudrait voir au cas par cas, hein, suivant les pays. La Turquie, pendant très longtemps, forte de l'idée qu'elle allait intégrer l'Union européenne, avait un discours
qui contredisait un peu sa pratique d'ailleurs, mais un discours en faveur des droits de l'homme. Mais là, par exemple, la convention qui a été récemment signée sur les violences faites aux femmes, qui a été signée d'ailleurs à Istanbul, ils se sont retirés. Donc, en fait, la stratégie des pays qui contestent l'universalité des droits humains, c'est généralement ou de ne pas signer, ou s'ils ont signé, de se retirer des conventions internationales, donc de leurs obligations. Mais il faudrait voir au cas par cas, avec un juriste, ce que je ne suis pas, où en est l'état de désaffiliation. Ce qui est certain, c'est que ils se désaffilient. Alors, je vous ai donné l'exemple de la Turquie, mais l'exemple des États-Unis est évidemment massif. Ils se désinvestissent de plus en plus, du système international des droits de l'homme, mais aussi de tous les grands instruments internationaux, l'OMS, ce genre d'institutions qui permettent l'application d'un certain nombre de grandes causes communes. Pardon, bonsoir. J'ai aussi une question qui me touche beaucoup, que par l'utilisation des religions dans tous ces différents qui existent dans le monde. On parle du juif, on parle du musulman, des évangélistes aux États-Unis, et ce sont ces termes-là qui dominent les relations diplomatiques dans le monde. Et voilà, non? Alors, je ne sais pas. Et Voltaire disait que le fanatique est un monstre qui ose se dire fils de la religion. Je ne sais pas. Oui, il est vrai que après en fait, il y a une bascule après 1989. Après la chute du mur, c'est la fin des grandes idéologies en isme, les idéologies séculières, et on a assisté, la nature ayant horreur du vide, à un retour, ce qu'on a appelé le retour du religieux. Alors, il n'avait jamais vraiment disparu. Mais disons qu'il y a effectivement le sentiment que les égoïstes nationaux sont maintenant portés aussi par des fiertés ou des égoïsmes religieux ou des exclusivismes religieux. Vous avez parlé là de l'islam, bien sûr, du judaïsme, on le voit là avec le conflit israélo-palestinien, mais qui n'est pas un conflit... qui est moins un conflit religieux que politique. Donc il faut quand même faire très attention. Bon, on le voit aussi, la persécution des Rohingyas. Bon, il y a une coloration religieuse et culturelle, mais très souvent, le politique se part du religieux pour se renforcer lui-même. Et donc, les évangéliques aux États-Unis, c'est le même processus. On est là vraiment, c'est plus qu'une coloration, parce que ça anime, les gens sont sincères. Je ne dis pas qu'ils sont hypocrites, etc. Ils sont malheureusement extrêmement sincères. Mais si vous voulez, on en revient à un inframonde. C'est l'histoire qui est comme un cycle de ces affrontements politico-religieux datant de la guerre des religions, et c'est pourquoi j'étais partie de là, pour vous montrer que la construction d'un système international, d'abord westphalien, puis ensuite onusien, essayait de pallier à ces particularismes, parce que la religion, ça anime bien plus que ça peut être extrêmement vécu de l'intérieur, c'est fondamental, etc. Et donc, quand ça transmet dans le politique, quand ça infuse dans le politique, ça peut radicaliser les positions, et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Donc c'est vrai que c'est très sensible, c'est pour ça qu'on a parlé d'ailleurs de, ce fameux professeur américain, Clinton, a parlé de clash des civilisations, en particulier la civilisation arabo-musulmane qui est incompatible, soi-disant, avec la civilisation occidentale. Moi, je suis plus c'est des grands récits, tout ça, et ça agence le monde, et ça accentue la conflictualité.
moi je pense qu'à l'intérieur de toutes ces traditions, il y a aussi des gens qui veulent vivre paisiblement et en bonne intelligence avec leurs voisins. Donc c'est plutôt les plus virulents qui apparaissent et qui ont une influence politique qui est peut-être à la hauteur de leur vocifération. Voilà. C'est pas... Enfin bon, il y a d'autres personnes qui pensent au contraire que les religions c'est le mal absolu et qu'on arrivera à la paix quand celles-ci seront violemment domestiquées. Mais ça c'est autre chose. Ça n'a pas marché en URSS. Je ne sais pas si ça marchera. Je pense qu'il faut vivre avec les diversités, mais il faut contrer les atteintes aux autres sous couvert de vérité. Enfin, c'est toujours une vraie question. Bonsoir Madame. Les rapports nationaux qui sont déposés au sujet de la charte, de la tenue de la charte universelle, qui les évalue? Et y a-t-il des critères plus scientifiques que uniquement l'interprétation de la charte? Alors, vous parlez de ce que j'ai évoqué rapidement, l'examen périodique universel auquel sont soumis tous les États. Ils sont évalués par le Comité des droits de l'homme à Genève, avec des critères précis qui sont les indicateurs, enfin les droits qui sont donnés dans le PIDCP, c'est-à-dire le pacte sur les droits civils et politiques, et qui permettent de mesurer l'accès aux droits des populations et les répressions éventuelles. Alors ça va de la liberté de conscience à la liberté d'expression, aux limites, etc. Donc il y a une grille, et à partir de cette grille, les États sont entendus par l'intermédiaire de leurs diplomates, et ils ont droit aussi, alors il y a une conclusion et le commissariat aux droits de l'homme fait un constat, un rapport, et les États ont le droit d'y répondre aussi. Ils ont le droit d'y répondre, et évidemment, en général, ils ne sont pas d'accord avec le rapport de l'ONU, mais c'est quand même de notoriété publique. Hein. Il y a aussi un problème de... vous savez, les exactions, les dérives contre les droits de l'homme, elles se font d'autant plus facilement qu'elles ne sont pas publicisées. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé, mais l'essor des ONG dans les années 70 a été déterminant dans le développement de cette culture des droits de l'homme. C'est parce qu'ils ont mis à jour les dérives, les exactions dans le débat public. Hein. Vous voyez bien, là avec l'Iran, on sait qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts, mais pendant une semaine, ça a été le blackout. Donc, voilà, on a peine à trouver, hein, parce qu'on n'a pas d'image, parce qu'on n'a pas de rapport, etc. Ça commence à filtrer. Mais quand ces États passent cet examen périodique universel, c'est pas si simple que ça pour eux. Hein, si le rapport est négatif, et puis vous savez, par ailleurs, les États-Unis font un rapport chaque année sur les violations, les pays font une liste des pays qui violent le plus les droits de l'homme. En général, il y a la Chine, ensuite la Russie, la Corée du Nord, le Vietnam, et puis certains d'autres États. Alors évidemment, c'est un jugement et un classement très américain, mais comment on appelle ça, le walk of shame, je sais pas, le fait d'être présenté publiquement comme étant un État défaillant en matière de droits de l'homme, évidemment, portait pas mal. Est-ce que ça porte autant aujourd'hui? Je n'en suis pas si sûre. Je n'en suis pas si sûre, puisque, par exemple, comme on voit avec les présidents américains, où il y a une fierté décomplexée à violer les droits de l'homme. Donc on est là dans un au-delà, on a passé une frontière. Avant on avait honte, on le faisait, mais on avait honte. Maintenant on n'a même plus honte. Donc je ne sais pas. L'histoire reste à faire. L'histoire reste à faire.
C'est une vue assez pessimiste que vous avez là, ou réaliste, c'est selon. On peut dire qu'en ce moment, on assiste à des controverses tout à fait originales. On a d'une part les tenants des droits de l'homme, on a d'autre part la partie plutôt asiatique qui est en contexte de la pertinence, et on a maintenant l'émergence d'un nouveau mouvement que d'aucuns appellent néo-réactionniste. La réflexion que j'ai eue en lisant les prises de parti vues de l'intérieur, notamment des Asiatiques, c'est qu'ils disent que les droits de l'homme tels qu'actuellement on les prône en Occident sont empreints de culture biblique. Et que cette culture biblique ne peut pas trouver à s'appliquer dans des États qui ne reconnaissent pas les impératifs bibliques. Alors, les néo-réactionnistes, eux, ont un autre discours qui est de dire on va remplacer cette histoire d'État géré en fonction du droit, on va la gérer en fonction des flux financiers. Alors, j'aimerais quand même connaître dans ce triangle la vue que vous portez dessus. Écoutez, encore une fois, je suis historienne, donc je ne m'aventure pas dans le temps présent. J'essaye de l'éclairer avec ce que je sais du passé. C'est aussi difficile à penser pour moi que pour vous, hein, parce qu'on est là dans une... on s'était un peu donné d'illusions sur les progrès inéluctables des droits de l'homme, la démocratisation du monde, et on s'aperçoit que même dans les démocraties les plus anciennes, eh bien, on arrive à un illibéralisme ou comme vous le disiez, des néoconservateurs qui inversent finalement les principes premiers ayant constitué ces États. Je contesterai quand même la vision asiatique que vous décriviez, dans la mesure où, certes, les droits de l'homme sont nés à une période donnée, j'ai bien voulu vous le montrer, dans un espace donné, avec une culture donnée, mais malgré tout, la grande réflexion qui s'est tenue pendant les 2-3 ans pour l'écriture de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a vraiment été faite de manière extrêmement sérieuse et collégiale d'intellectuels venus de tous les continents, et y compris un diplomate chinois qui a beaucoup travaillé avant et après pour essayer de montrer les convergences qui pouvaient exister entre l'enseignement confucéen, par exemple, et l'enseignement des droits humains à l'occidental, si je puis dire. Donc il y a eu une recherche de convergence, une recherche de... et c'est vrai que cette recherche, elle est un peu utopique, d'une certaine manière. Je parlais justement avec un de mes collègues juristes tunisiens qui est très intéressé à ce problème des droits de l'homme, et en particulier appliqué à l'islam, d'essayer finalement de trouver le plus petit dénominateur commun qui permette d'être partagé par tout le monde. Et en fait, il me disait, je crois que le plus petit dénominateur commun qui justifie les droits de l'homme, c'est le refus de la souffrance infligée. Et ça, qui est porté par toutes les grandes traditions, qu'elles soient lointaines ou plus proches. Mais c'est vrai, alors on se dit que ça, mais c'est déjà, si vous voulez, c'est déjà la racine de ça. Donc, voilà, il y a aussi des tas d'autres choses, d'autres idéologies qui émergent, le transhumanisme, l'idée que chez certains Américains qu'on va vaincre la mort, mais là, au-delà, enfin, je ne sais pas comment vous dire, comment on peut gérer ça. Hein. Évidemment, vous imaginez bien, si on va vaincre la mort, c'est pas pour tout le monde, donc ça veut dire qu'il y aura
une inégalité fondamentale entre les êtres humains qui existe déjà dans les traitements médicaux, par exemple, et la santé. Mais voilà, c'est des gouffres qui s'ouvrent devant nous. C'est des gouffres qui s'ouvrent devant nous. Et bon, chacun se détermine en fonction, mais il me semble que après ce que le monde a vécu après la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier cette détresse épouvantable dans laquelle, y compris les hommes politiques en place, ont plongé, et qui a motivé cet effort monumental qu'est la construction d'édifices internationaux des droits de l'homme. Oui, ce que vous venez de dire sur la violence, le refus de la violence infligée, je me souviens du directeur des droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui disait « On a rarement vu une personne victime d'une violation des droits de l'homme dire que les droits de l'homme ne sont pas universels. » Oui. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, alors je suis membre d'une ONG de défense des migrants, c'est aussi l'écart énorme et affiché et assumé par un ministre français qui dit par exemple que l'état de droit n'est pas intangible. Et quand c'est un ministre de l'Intérieur chargé de l'ordre républicain, là on est dans une situation de rupture qui est très inquiétante. Oui, je consonne avec vous, ce genre de discours, et puis pas mal, il y a eu quelques pays, dont le Royaume-Uni, mais aussi certains partis en France qui ont prôné le retrait de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ils procèdent de la même... en fait, c'est laisser respecter notre impunité, ça veut dire tout simplement. Respecter notre impunité. Évidemment, ça pose problème de devoir référer à une autorité supérieure, à un jugement qui peut éventuellement être défavorable à votre endroit. C'était ça le pari utopique de cette supranationalisation, c'est-à-dire que les États délèguent un certain nombre de leurs prérogatives à une autorité supranationale qui est chargée de régler, d'essayer d'équilibrer l'égalité, etc. On en est loin, et effectivement, il y a un peu comme un poison qui infuse ou quelque chose, ces idées que finalement ce qui nous contraint, il vaut mieux s'en débarrasser. Et donc, pourquoi pas l'état de droit, mais vous vous rendez compte. C'est un peu ce qu'ils sont en train de vivre aux États-Unis quand même. Donc ça paraissait, quand le dit ministre de l'Intérieur l'a dit, ça paraissait absurde. Maintenant, je ne sais pas. Jusqu'où ça peut être absurde. Juste pour savoir s'il y a un peu de lumière dans ce monde de brut, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, la citation du Premier ministre canadien, et ce qu'il en tire comme conséquence, c'est-à-dire cette espèce de coalition des volontaires en disant nous, les petits États, enfin les petits, la France est dedans, mais les États moyens, si on enlève les trois grands empires, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler ensemble? Est-ce que ça c'est quelque chose qui, encore une fois vous êtes historienne, donc je ne veux pas vous entraîner dans des... Mais je trouve que là il y a une piste, en tout cas ça donne envie de le suivre un peu sur ce sujet-là, entre l'Europe, États-Unis, Australie, enfin on est encore quelques pays, enfin pas Canada je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas là une piste qui pourrait être un chemin intéressant? L'Union européenne, ne serait-ce que l'Union européenne, mais il faut approfondir la force politique de l'Union européenne. Actuellement, elle est encore très divisée, et en particulier, une partie est attirée par le discours type américain, libéral américain. Donc, c'est une affaire de volonté, si vous voulez. Moi, j'ai deux espoirs. C'est, comme monsieur, l'importance des ONG, donc de la parole citoyenne, de l'engagement citoyen, même si on a l'impression de mettre une petite pierre, malgré tout, c'est une pierre de plus. Donc ça, j'y crois vraiment. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement il faut quelque part un projet politique qui soit porté
pourquoi pas par ce Premier ministre canadien, je ne sais pas quel... Pour être un bon leader. Oui, on espère, qui donne, oui, une respiration, une idée nouvelle, un nouveau souffle. Hein, et finalement, et face à l'adversité, au lieu de se dire « oh là là, on est des petits moutons qui vont se faire manger, tomber sur le dos inexorablement », se dire ben, « nous aussi, on peut faire quelque chose ». Voilà. Donc évidemment, bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais seule la volonté politique et le développement, effectivement, peut-être autrement, hein, se dire que le système international est trop lourd et trop faible par rapport aux divisions du monde, et construire des regroupements qui vont se renforcer eux-mêmes et apporter une proposition nouvelle. Si vous permettez, je vous dirais qu'il ne faut surtout pas renoncer à l'universalité des droits de l'homme par expérience. J'ai travaillé pendant 40 ans dans la juridiction administrative et pendant 10 ans, les 10 dernières années, à la Cour nationale du droit d'asile. Et j'ai rencontré des hommes, des femmes et des enfants des 5 continents qui étaient persécutés ou qui souffraient, notamment d'excision en Afrique, enfin, vous voyez, des choses assez larges. La Cour nationale du droit d'asile accorde une protection principale, une protection subsidiaire. Et je puis vous dire que ces hommes, ces femmes, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique ou autre, exprimaient des invariants, comme disent les philosophes. Et parmi ces invariants, il y avait la liberté de conscience. Parce qu'il y a des conflits, nous on est un peu polarisés sur catholiques, protestants, mais si vous allez en Asie, il y a des conflits entre musulmans et hindouistes, il y a des conflits extrêmement variés, mais toutes ces femmes, tous ces hommes, les enfants c'était pour l'excision, mais les adultes, ils voulaient vivre simplement, ils voulaient vivre leur foi, ils voulaient vivre leur travail, ils voulaient vivre leurs relations humaines. Vous ne pouvez pas interdire à un musulman de tomber amoureux d'une chrétienne. Vous ne pouvez pas interdire à un hindou, ce sont des exemples que j'ai vécus, hein, d'aimer une musulmane, etc., etc. Mais j'ai eu affaire, par exemple, je terminerai par là, à des musulmans d'Afghanistan qui demandaient la protection de la France parce que les talibans leur reprochaient de ne pas être assez fondamentalistes. Vous voyez, c'était des gens, des fois ils étaient analphabètes, c'était pas forcément des professeurs d'université, j'en ai rencontré aussi naturellement, parce qu'ils étaient persécutés, c'était des gens tout simples, mais ils parlaient comme peut-être aurait parlé un chrétien protestant à l'époque des guerres de religion. Donc, bon, moi je suis à la retraite depuis 5 ans, j'ai pris ma retraite à 72 ans, mais depuis je continue à me battre pour cette universalité qui est une valeur sûre. Moi je l'ai vécue dramatiquement parce qu'à la Cour nationale de droit d'asile, on entend des récits épouvantables, on voit des vidéos épouvantables. C'est très dur, mais je l'ai fait et je ne regrette pas de l'avoir fait. Merci pour votre témoignage. Oui, si mon propos vous a paru trop pessimiste, j'en suis désolée. Non, parce que je parlais au niveau global, mais c'est évident qu'au niveau individuel, au niveau même des petits groupes, de familles, des communautés de quartier, évidemment que les droits de l'homme, c'est fondamental. Hein, c'est fondamental pour vivre ensemble. Hein, donc, en aucun cas, je crois profondément à l'universalité de ces droits pour tous les êtres humains, de quelque culture qu'ils relèvent ou dans laquelle ils se reconnaissent, culture ou religion. Mais c'est parce qu'on voit ça au niveau micro, et c'est important, c'est évidemment la base, hein, la base. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner aussi le côté macro et dénoncer ce qui dysfonctionne, hein, dans un système qui n'est pas parfait, encore une fois, mais qui a été construit de manière méthodique et par des gens convaincus, hein, qui ont travaillé, les juristes en particulier, à mettre noir sur blanc cette égalité et ces libertés
dont chacun voudrait se prévaloir. Vous avez parlé de la lourdeur et de la faiblesse du système au niveau international, mais malgré toutes ces conventions, ces déclarations et autres, il manque aussi d'outils crédibles auxquels un plus grand nombre de pays peuvent participer. Et du coup, ceux qui apparaissent comme les principaux défenseurs du droit humain dans le monde ont fait preuve de cynisme, si ce n'est d'hypocrisie à travers les années. Vous avez parlé de 2003 et de l'Irak. Il y a eu avant l'OTAN en Serbie, par exemple, qui discrédite aujourd'hui encore l'Union européenne à l'égard d'un certain nombre de personnes d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Et je pense qu'il a manqué les outils internationaux qui permettent véritablement de mettre en œuvre ces principes qui sont généraux et qui sont des guides pour les faire appliquer et non pas par le plus fort. Parce que finalement, c'est quand même le droit du plus fort qui s'est souvent appliqué derrière les États-Unis, mais sous prétexte de droits de l'homme et d'apporter la démocratie dans le monde. Et c'est ce qui a fait le plus de mal aux droits de l'homme, je dirais, c'est cette hypocrisie et cette... je ne sais même pas comment le qualifier, de dire j'arrive avec la liberté, la démocratie et les droits de l'homme et asservir un pays et pratiquer des enlèvements forcés, des tortures dans des centres de la CIA cachés, d'enfermer des gens à Guantanamo sans jugement. On est là à l'opposé absolu de la théorie. Et donc, ce double discours, évidemment, n'encourage pas les pays fauteurs de troubles en matière de droits de l'homme à s'amender. Parce qu'ils se disent l'impunité existe. Est-ce qu'on est prêt aussi à avoir un gouvernement mondial qui nous dise on a du mal à faire l'Europe, alors vous imaginez donc peut-être laisser, renforcer l'ONU, mais dans un rôle plutôt de contrôle et d'ajustement plutôt que de gouvernance du monde, c'est peut-être plus réaliste d'une certaine manière, je ne sais pas. Bien, eh bien, il nous reste à remercier encore une fois Valentine Zuber pour